Bonjour, je m'appelle Benoît Michaud, je suis en charge de la division matériaux, toiture et performance environnementale. Cette présentation concerne l'isolation des toitures inclinées. Il s'agit d'établir les règles de base pour les toitures à versant, de définir les matériaux utilisés et de détailler quelques règles de mise en œuvre. Il y a cependant un prérequis. Toutes les notions d'isolation, les notions de base d'isolation et de confort intérieur ne seront pas couvertes par cette présentation. Cette présentation se base sur la note d'information technique 251 qui traite de l'isolation des toitures à versants. L'évolution de notre habitat a engendré une autre façon de concevoir nos toitures à versants. En effet, l'utilisation de ces greniers engendre la prise en compte de facteurs tels que l'étanchéité à l'air, l'étanchéité à l'eau, la résistance au vent, le confort thermique, le confort acoustique. Mais cela a engendré deux points. D'une part, le matériau bois qui donne la structure de la toiture n'est plus ventilé de la même façon. D'autre part, nous n'avons plus accès à ce complexe de structure de toiture. Ainsi, la conception doit être soignée et améliorée afin d'éviter tout risque de dégradation. Tout ce qui concerne l'isolation thermique et la réglementation en Belgique se retrouve dans l'antenne norme énergie et climat intérieur dont les références seront données en fin de présentation. Mais nous pouvons nous baser sur l'équation suivante. La résistance thermique du complexe de toiture est la somme des résistances de chacune de ses couches. Cependant, cette équation ne se base que s'il n'y a que de la conduction à l'intérieur du complexe de toiture. Ainsi, nous ne pourrons pas considérer la couverture d'une toiture si l'espace entre la sous-toiture et la couverture est ventilé. La résistance thermique d'une paroi est le ratio entre l'épaisseur de cette paroi et le lambda du matériau constituant cette paroi. Mais une toiture n'est pas une paroi homogène, elle est hétérogène. Elle contient une certaine fraction de bois qui influe sur la résistance thermique de la toiture. Si nous prenons le tableau ci-dessous, nous voyons qu'une toiture composée de chevrons de 6 à 7 cm de largeur pour un complexe de 6 à 9 cm d'isolant, cette fraction bois représente 20% de la surface. Si nous devions combler cette fraction bois avec de l'isolant, cela revient à une surépaisseur de 50%. Une deuxième notion à prendre en compte pour les toitures concerne la vapeur d'eau. La zone de confort d'une habitation se situe entre 30% et 70% d'humidité relative et entre 20 et 25 degrés. Si nous promenons un volume d'air à 20 degrés et 50% d'humidité, il contient 7,2 g de vapeur d'eau par kilo d'air. Ce volume n'est pas encore à saturation. Cette saturation va arriver si l'on diminue la température. Le point de rosée qui correspond à ce volume d'air, à 20 degrés et 50% d'humidité, se situe à 9,3 degrés. En dessous de ce point de rosée, nous avons un phénomène de condensation. Le volume d'air est saturé, le surplus en saturation se condense. C'est ce qui se passe lorsque la vapeur d'eau qui transite au travers d'une toiture arrive sur une surface plus froide. Nous devrons tenir compte de cet élément afin d'éviter toute dégradation du bois ou de l'isolant. Plusieurs facteurs entrent en jeu dans les phénomènes de transmission de vapeur d'eau des toitures. Le climat intérieur, le climat extérieur, la qualité de la mise en œuvre,
la conception de la toiture, mais également les caractéristiques hygrothermiques des matériaux et la présence éventuelle d'humidité lors des phases de construction. Les classes de climat intérieur sont définies dans la NIT 251. Il y a 4 classes. La classe 1 correspond à des entrepôts de marchandises, à des églises, à des lieux où il n'y a pas de production d'humidité. La classe 2 correspond à des habitations ventilées selon la norme, à des écoles, des magasins, des bureaux. La classe 3 correspond à des bâtiments qui ne sont pas ventilés selon la norme. Cette notion est importante pour dimensionner le type de ventilation, mais également à des hôpitaux, des salles de consommation, des restaurants, etc. La classe 4 correspond à des bâtiments dans lesquels il y a une forte production d'humidité. Le climat extérieur influence également la transmission de vapeur d'eau. En hiver, nous avons une température plus froide et une transmission qui va de l'intérieur vers l'extérieur de l'élément. Plus la température extérieure est froide, plus nous pouvons avoir des zones dans lesquelles nous avons une température en dessous du point de condensation, du point de rosée. En été, nous pouvons avoir une condensation inversée, c'est-à-dire que le soleil et l'humidité vont être importants et provoquer un flux de vapeur d'eau de l'extérieur vers l'intérieur de la construction. Nous pouvons ainsi avoir un point de rosée dans le complexe de toiture du côté intérieur de celle-ci. Ces phénomènes sont plus rares et plus limités dans le temps. Les matériaux et la mise en œuvre de ceux-ci interviennent fortement dans la migration de vapeur d'eau. Il y a lieu de concevoir le complexe de toiture comme une entièreté. Chaque élément va jouer dans la migration de vapeur d'eau. Et il faut concevoir la toiture pour réduire le plus possible cette migration. Deux phénomènes peuvent se produire. Le premier est la diffusion. La vapeur d'eau passe au travers du matériau. Le deuxième phénomène est la convection. Les fuites d'étanchéité à l'air permettent à l'air chargé d'humidité de passer et d'atteindre des zones où la température est plus basse. Pour la diffusion, nous avons un facteur important qui concerne le SD ou la valeur mu. Pour la convection, il s'agit de l'étanchéité à l'air qui est importante. La qualité de la conception d'étanchéité à l'air des constructions ont été définies en 3 classes. La classe L0 à la classe L2. Pour la classe L0, il s'agit d'une mauvaise étanchéité à l'air. Et pour la classe L2, il s'agit d'une bonne étanchéité et en plus qui a été validée, où un bloc hors d'or a été réalisé sur la construction et permet de trouver les fuites, de les combler et de quantifier cette étanchéité à l'air. Toute une série de critères nous permettent de définir si nous atteignons la classe L1 et la classe L2. Ainsi, pour la classe L0, le soin n'a pas été apporté à la conception et à la mise en œuvre, et nous avons des fuites importantes qui se retrouvent dans l'élément de toiture. L'étanchéité à l'air est réalisée de façon continue, dans son plan et également au raccord avec les parois verticales. Les jonctions entre les lais sont rendues étanches à l'aide de bandes de collage. Les raccords avec les pannes sont réalisés par bande d'attente ou pressés et collés sur ces pannes. Tout percement, toute fixation sont réétanchéifiés à l'aide de tapes complémentaires. Les traversées de parois pour des conduits, ventilation, cheminée, etc., sont rendus étanches à l'aide de manchons. Pour la classe L2, nous avons les mêmes mesures que la classe L1, mais de plus, l'étanchéité à l'air a été vérifiée. Des tests de pressurisation-dépressurisation, un blower test, a été effectué.
lors de cette mise en dépression. À l'aide de fumée, nous pouvons repérer les fuites éventuelles et les corriger. Concernant les matériaux, plusieurs matériaux composent l'élément de toiture. Et nous allons traiter les écrans d'étanchéité à l'air, à la vapeur, les isolants et les sous-toitures. Nous en trouvons de tout type qui donnent des performances différentes. Les écrans d'étanchéité à la vapeur d'eau sont repris selon 4 classes différentes. La classe E1 à la classe E4. Ces classes sont différenciées par la valeur SD équivalent. Équivalent, c'est-à-dire que la valeur SD est la valeur qui tient compte de la mise en œuvre. Les films à base de papier et les feuilles à base de polyamide ont des valeurs SD inférieures à 5 mètres et se retrouvent en classe E1. Les feuilles de polypropylène ou de polyéthylène non tissé ont des valeurs inférieures à 25 mètres et se retrouvent dans la classe E2. Les feuilles d'aluminium sur divers supports ou des bitumes polymères se retrouvent avec des valeurs SD inférieures à 200 mètres et donc en classe E3. Pour des membranes bitumineuses renforcées d'une armature d'aluminium, nous avons des valeurs SD supérieures à 200 mètres et donc en classe E4. Les isolants se différencient par toute une série de caractéristiques. La transmission thermique, la valeur lambda, la forme, la méthode de production, les performances de réaction au feu, mécanique, acoustique, transmission de vapeur d'eau, transmission d'air, de résistance à la déchirure. Les méthodes de mise en œuvre doivent tenir compte de ces performances. Au niveau des caractéristiques thermiques, le lambda, nous pouvons trouver deux types de caractéristiques. Le lambda UI est une valeur par défaut donnée dans la norme NBN B62002 et la valeur lambda D qui est une valeur qui a été validée lors de marquage ou lors d'agrément technique par des essais. Nous trouvons toujours la valeur lambda D qui est meilleure que la valeur lambda UI donnée par défaut. Comme tout constituant de la toiture, les isolants peuvent également freiner la diffusion de vapeur d'eau. Les laines minérales, la cellulose, les panneaux de fibres de bois sont très perméables à la vapeur d'eau. Ils ont un SD inférieur à 2 mètres. Les mousses phénoliques, le polystyrène expansé et le polyuréthane ont des valeurs SD compris entre 5 et 25 mètres. Le polystyrène extrudé est assez fortement étanche à la vapeur d'eau. Il a un SD d'environ 30 mètres. Le verre cellulaire est très fortement étanche à la vapeur d'eau. Il a un SD supérieur à 200 mètres. Mais attention, ces valeurs ne tiennent pas compte de la mise en œuvre. Cette mise en œuvre peut induire de la convection, qui peut être extrêmement importante. Il faudra donc mettre un écran par vapeur complémentaire à l'isolant. Nous devons également tenir compte de la diffusion de vapeur d'eau des sous-toitures pour concevoir correctement une toiture. Deux classes définissent les nouvelles sous-toitures. La classe S1, pour lesquelles la valeur SD est comprise entre 5 cm et 50 cm, qui sont assez perméables à la vapeur d'eau, et la classe S2, qui est très perméable à la vapeur d'eau, où la valeur SD est inférieure à 5 cm. Pour les cas de rénovation, nous n'avons pas la valeur annoncée par le fabricant. Dans le tableau donné sur cette diapositive, nous avons quelques valeurs par défaut qui peuvent être utilisées.
si nous avons affaire à un non-tissé enrobé de bitume, nous pouvons avoir une valeur SD jusqu'à 35 mètres. Cette valeur de 35 mètres doit être considérée pour toute analyse de la toiture. Ainsi, nous avons défini plusieurs classifications. 4 classes de climat intérieur qui va du plus sec au plus humide. 4 classes pour les écrans d'étanchéité à la vapeur d'eau qui va du plus perméable au plus étanche. 3 classes qui définissent l'étanchéité à l'air de la plus mauvaise vers la meilleure. Et 3 classes qui définissent les écrans de sous-toiture du moins perméable au plus perméable. Pour concevoir une toiture, nous devons combiner ces matériaux. Ainsi, la valeur SD de résistance à la diffusion de vapeur d'eau d'un écran d'étanchéité à l'air doit être au moins 6 fois plus important que l'écran d'étanchéité de la sous-toiture. Nous reprenons dans le tableau ci-dessous les combinaisons qui existent entre les valeurs S du type de sous-toiture, les classes de climat intérieur, le niveau d'étanchéité à l'air et les classes d'étanchéité à la vapeur d'eau des écrans par vapeur. Ainsi, pour un bâtiment de classe intérieure 2, un niveau d'étanchéité à l'air de type L1 et une sous-toiture de type S1, nous devons absolument placer un écran d'étanchéité à la vapeur d'eau intérieure de type E1. En rénovation, il se peut que la sous-toiture soit très peu perméable à la vapeur d'eau, ou simplement que l'on ne connaisse pas la valeur de cette diffusion de vapeur d'eau de la sous-toiture existante. Il faudra donc choisir les matériaux avec vigilance et prendre une sécurité au niveau de l'écran d'étanchéité à la vapeur d'eau intérieure. Résumons nos règles de conception. En premier lieu, il faut s'assurer que le climat intérieur soit suffisamment sec. Il faut rester en classe de climat 2. Il faut que le bâtiment soit ventilé correctement selon la norme. Il faut choisir une sous-toiture perméable à la vapeur d'eau. Il faut bloquer la migration de vapeur d'eau du côté intérieur pour la diffusion et pour la convection. Et il faut éviter toute circulation d'air autour de l'isolant et dans le complexe de toiture, auquel cas nous aurons des effets de convection et la caractéristique de résistance thermique de la toiture sera perdue. Il faut donc bien remplir tous les espaces avec de l'isolant. En conception de toiture, nous placerons l'écran d'étanchéité à la vapeur d'eau du côté intérieur. Si cependant nous rajoutons de l'isolant, il est important de garder la surface de l'écran d'étanchéité à la vapeur d'eau à une température supérieure à la température de condensation. D'une manière générale, nous respecterons la règle des résistances, c'est-à-dire que la résistance thermique de l'isolant extérieur sera toujours 1,5 fois plus important que la résistance thermique située du côté intérieur de la membrane d'étanchéité. L'étanchéité à l'air et à la vapeur d'eau doit être continue sur toute la construction. Les entrepreneurs prennent soin de chaque détail de construction. En partie courante, évidemment, mais également tout raccord au faîtage, aux pannes, aux pieds de versant, aux pignons, aux murs intérieurs, aux menuiseries, aux percements et tout raccord de finition intérieure. Toute erreur de conception ou de mise en œuvre entraînera des fuites thermiques considérables. La qualité de l'étanchéité à la vapeur d'eau et à l'air se prévoit dès le départ, dès la conception, mais également lors des phases de montage, de coordination, de mise en œuvre et de finition. Dans les schémas ci-dessous, nous voyons des membranes d'attente qui permettent de créer cette continuité d'étanchéité à l'air de façon optimale.
Une autre possibilité pour le fêtage est de réduire les volumes protégés et de faciliter la continuité de l'étanchéité à l'air. Une autre méthode consiste en une isolation du plancher des combles. Nous n'utilisons donc pas le volume sous la toiture. Les détails sont repris dans la unité 251. Il faudra placer de façon correcte et optimale l'écran d'étanchéité à l'air dans ces planchers des combles. Si, comme dans le cas 2, nous avons la remontée de l'étanchéité à l'air et à la vapeur d'eau au-dessus des pannes, il sera préférable de limiter le pont thermique et de replacer un isolant complémentaire en partie supérieure. D'une façon générale, nous essayons de respecter cette résistance thermique, ce rapport de résistance thermique de 1,5 entre la partie supérieure et la partie inférieure de l'écran d'étanchéité à la vapeur d'eau. Un des défis est de réaliser la continuité d'étanchéité à la vapeur d'eau, à l'air et la continuité d'isolation thermique au niveau de raccords de toiture et lors des percements, notamment des trappes d'accès. La qualité de la mise en œuvre est extrêmement importante. Une pose soignée permet d'obtenir des performances appréciables. Pour obtenir des performances importantes, il est parfois nécessaire d'effectuer une surépaisseur de l'élément de toiture. Cette surépaisseur peut être effectuée par chevron, par double chevronnage ou par poutre compositantée. La réduction de pare-bois permet d'avoir des performances accrues. Il est également possible de réaliser une structure secondaire pour réisoler par l'intérieur l'élément de toiture. Des éléments de suspente existent sur le marché et peuvent permettre de créer une couche isolante complète, continue, entre deux éléments de support. Cette isolation par l'intérieur peut être également réalisée par des panneaux rigides rapportés par le dessous. La continuité est importante, notamment au niveau des murs porteurs et des murs de refend. L'isolation en tête de mur intérieur nécessite également une coordination importante. Placer une membrane et l'isolant avant de réaliser la couverture, et puis par la suite de réisoler par l'intérieur, nécessite de concevoir correctement les phases de chantier. Pour certains raccords, les détails font fortement la différence. Dans le cas de ces 4 poses de menuiserie de toiture, nous avons des facteurs de température fortement différents. Pour un facteur de température inférieur à 0,7, nous avons des risques importants de condensation et donc de dégradation de l'élément. Les différents détails diffèrent simplement par l'endroit de pose et la continuité de l'isolation thermique. Ces détails sont repris dans plusieurs publications du CSTC. Une autre méthode concerne l'isolation par l'extérieur, soit par panneau sandwich, soit par méthode Sarking. Une méthode consiste en l'application de panneaux autoportants. Ils sont constitués soit de panneaux sandwich, soit de panneaux mixtes avec des membrures complémentaires de résistance. Il faut cependant faire attention au raccord entre les panneaux pour prévoir l'étanchéité à l'air et à l'eau adéquate. Une méthode complémentaire concerne la pose Sarking, c'est-à-dire que l'on va appliquer une couche isolante, complète et continue, au-dessus de la toiture. Par-dessus cette couche, nous replacerons un lattage et la couverture. La mise en œuvre du lattage nécessite un soin particulier. Ces fixations de grande longueur vont traverser la couche isolante. Vu la longueur, elles auront donc des diamètres d'au moins 6 mm. Ceci va influer sur les épaisseurs de lattage,
mais également sur la largeur minimum de l'élément porteur. Nous retrouvons donc une limite d'utilisation qui va concerner l'épaisseur des fermettes. La mise en œuvre de toiture Sarking nécessite des détails bien réfléchis. Cette continuité d'isolation peut engendrer de la mise en porte-à-faux d'éléments. Il faudra donc reprendre des charges complémentaires. Des éléments de support ponctuels peuvent être nécessaires. Chaque mise en œuvre de toiture Sarking, même lors de rénovation, nécessite des détails réfléchis. Une continuité de l'isolation, une continuité de l'étanchéité à l'air. Les toitures Sarking ont des avantages et des inconvénients. Elles permettent notamment de conserver les finitions intérieures, d'avoir la charpente du côté protégé et de la laisser apparente au besoin. Elles permettent d'avoir une isolation continue et peu de pont thermique sur la partie courante. Et une étanchéité à l'air qui est facile à réaliser avant la pose de l'isolation. Cependant, elle nécessite un support qui est plan. Elle est difficile à réaliser pour des géométries complexes. Les détails d'étanchéité à l'air sont compliqués sur le pourtour. Elle nécessite une isolation en travail par l'extérieur et de refaire la couverture de la toiture. Elle est également inadaptée pour des chevrons porteurs ou des fermettes d'une largeur inférieure à 50 mm. La réalisation de l'isolation par l'extérieur de toitures à versant nécessite une attention à tout moment. Depuis les phases de conception, le dessin de chaque détail, le choix du concept de toiture, en passant par le choix des matériaux, la vérification des caractéristiques, la coordination des phases de chantier, les détails et le soin apporté à la mise en œuvre et la finition vont participer à une toiture ayant les performances adéquates et durables. Tous ces détails sont repris dans la NIT 251. Pour plus d'informations, je vous invite sur le site du CSTC ou en cherchant sur Google toiture à versant NIT 251 CSTC. Vous trouverez également toute une série d'informations sur le site de Lanternorm Énergie sur www.normeaupluriel.be. Il vous est également possible de demander des avis techniques en contactant directement le CSTC. Je vous remercie pour votre attention.